Bonsoir, c'est Esther Grèce sur Douce Histoire. Je suis heureuse de vous retrouver dans cette parenthèse nocturne qui vous appartient entièrement. Nichez-vous dans vos draps comme dans un refuge douillet. Laissez votre respiration ralentir naturellement. Sentez votre corps qui s'abandonne au repos mérité. Respirons ensemble quelques instants avant de commencer. Inspirez profondément par le nez, lentement, en remplissant vos poumons jusqu'au fond. Retenez cette respiration quelques secondes, puis expirez tout doucement par la bouche, libérant toutes les tensions. Encore une fois, inspirez la paix, expirez ce qui pèse. Si cette histoire vous touche, si elle vous accompagne vers un sommeil paisible, un petit like réchauffe mon cœur. Vos commentaires bienveillants me permettent de continuer à créer ces moments pour vous. Merci d'être là. Merci de votre présence fidèle. Bonne écoute et que votre nuit soit infiniment douce. Céleste regardait son reflet dans la vitrine du café, ajustant une mèche de cheveux qui avait osé s'échapper de son chignon parfait. Elle avait 34 ans et portait ce jour-là un tailleur beige impeccable, des escarpins nudes qui allongeaient ses jambes, un sac en cuir cognac qu'elle avait choisi parce qu'il était exactement ce qu'on attendait d'une directrice marketing. Chaque détail de son apparence avait été pensé, pesé, calibré pour produire l'effet juste. Elle entra dans le café avec le sourire professionnel qu'elle avait perfectionné au fil des années, celui qui disait à la fois confiance et accessibilité. 2 collègues l'attendaient à une table près de la fenêtre. Elles levèrent la main pour lui faire signe. Céleste traversa la salle en marchant comme elle avait appris à marcher, ni trop vite, ni trop lentement, le dos droit, le regard assuré. Chaque pas était une performance silencieuse pour un public qu'elle imaginait toujours présent. La conversation tourna autour du nouveau projet de l'entreprise, une campagne importante pour un client majeur. Céleste écouta attentivement, hochant la tête au bon moment, souriant quand il le fallait. Elle attendit de sentir le consensus se former avant de donner son avis, formulant ses idées de façon à ce qu'elles semblent prolonger ce qui avait déjà été dit. Elle ne prenait jamais de risques, ne se positionnait jamais trop tôt, attendait toujours de savoir dans quelle direction soufflait le vent. Ses collègues la trouvaient agréable, professionnelle, facile à vivre. Personne ne savait vraiment qui elle était, parce que Céleste elle-même ne le savait pas. Elle existait uniquement dans le reflet qu'elle percevait dans les yeux des autres, changeant de forme selon ce qu'on attendait d'elle. Comme un caméléon social, elle adoptait les couleurs de son environnement avec une précision qui aurait pu passer pour du talent si elle n'avait pas été si épuisante. Céleste habitait un appartement dans le 7e arrondissement de Paris, un 2 pièces élégant qu'elle avait décoré en suivant scrupuleusement les tendances des magazines de décoration. Des tons neutres, des plantes vertes aux bons endroits, des coussins texturés, une bibliothèque remplie de livres qu'elle n'avait pas tous lus mais qui donnaient l'impression juste. Quand elle invitait des amis,
Elle voyait leur regard approbateur et se sentait validée, confirmée dans son existence. Mais seule, le soir, quand elle fermait la porte derrière elle, quelque chose d'étrange se produisait. Sans public, sans regard extérieur pour la définir, elle se sentait étrangement vide, comme si elle n'était qu'une coquille creuse qui prenait forme uniquement quand quelqu'un la regardait. Elle s'asseyait sur son canapé parfaitement arrangé et ne savait pas quoi faire, ne savait pas ce qu'elle aimait vraiment, ne savait pas qui elle était quand personne ne la voyait. Elle passait ses soirées à faire défiler les réseaux sociaux, observant les vies des autres, comparant, jaugeant, ajustant sa propre image en fonction. Elle postait des photos soigneusement retouchées de son petit déjeuner, de ses sorties culturelles, de ces moments apparemment spontanés qui avaient nécessité 15 prises. Les likes et les commentaires la remplissaient temporairement de cette sensation d'exister qu'elle cherchait constamment. Mais dès que le téléphone s'éteignait, le vide revenait, plus présent encore. Sa meilleure amie s'appelait Chloé, une ancienne camarade de l'école de commerce. Céleste l'aimait sincèrement, autant qu'elle pouvait aimer quelqu'un, mais leur amitié était aussi une performance. Céleste se montrait toujours intéressée, toujours disponible, toujours la bonne amie qu'on attend. Elle écoutait les problèmes de Chloé avec attention, donnait les conseils qu'elle pensait devoir donner, réagissait comme elle imaginait qu'une bonne amie devait réagir. Mais elle ne savait pas vraiment ce qu'elle ressentait elle-même. Ses émotions étaient toujours filtrées par ce prisme du regard des autres. Est-ce que je suis censée être triste dans cette situation ? Est-ce que je devrais être en colère ? Est-ce que ma réaction est appropriée ? Ces questions tournaient en boucle dans sa tête, l'empêchant d'accéder à ce qu'elle ressentait vraiment, si tant est qu'elle ressentait quelque chose. Un matin de mars, son patron la convoqua dans son bureau. Céleste entra avec son sourire professionnel, s'assit sur la chaise en face de lui, croisa les jambes selon l'angle qu'elle savait élégant. Il lui annonça une nouvelle inattendue. L'entreprise ouvrait un bureau à Reykjavik en Islande pour développer le marché nordique. Il voulait qu'elle parte là-bas pour 6 mois, peut-être 1 an, pour mettre en place l'équipe locale. Le premier réflexe de Céleste fut de chercher dans son regard ce qu'elle était censée répondre. Devait-elle montrer de l'enthousiasme, de l'hésitation, de la gratitude? Mais son patron ne lui donnait aucun indice. Il la regardait, simplement en attendant sa réponse. Elle sentit la panique monter, cette panique familière de ne pas savoir quelle version d'elle-même elle devait être. Elle dit oui parce que dire oui semblait être ce qu'on attendait d'une professionnelle ambitieuse. Elle sourit et le remercia pour cette opportunité, utilisant les mots qu'elle avait entendus dans des situations similaires. Mais en sortant de son bureau, elle réalisa qu'elle ne savait absolument pas si elle voulait vraiment partir. Elle ne savait même pas comment savoir ce qu'elle voulait vraiment. Les semaines suivantes furent un tourbillon de préparatifs. Céleste organisait son départ avec l'efficacité qu'on attendait d'elle, cochant des listes interminables de choses à faire. Ses amis organisèrent une fête d'adieu dans un bar
branchée du marais. Céleste sourit toute la soirée, accepta les compliments sur son courage, rit aux blagues sur le froid islandais, joua parfaitement le rôle de l'aventurière moderne. Mais à l'intérieur, une terreur sourde grandissait. L'Islande représentait l'inconnu absolu, un endroit où personne ne la connaissait, où elle n'aurait aucun repère social. Comment allait-elle savoir qui être sans le miroir familier de son environnement parisien? Cette pensée la réveillait la nuit, le cœur battant, les mains moites. Chloé vint l'aider à emballer ses affaires le dernier week-end. Elles plièrent les vêtements soigneusement, vidèrent les placards, emballèrent la vaisselle que Céleste mettrait au garde-meuble. Chloé dit qu'elle était fière d'elle, que c'était une opportunité incroyable. Céleste hocha la tête et sourit, mais elle aurait voulu crier qu'elle avait peur, qu'elle ne savait pas pourquoi elle partait, qu'elle se sentait complètement perdue. Mais elle ne dit rien de tout cela, parce que ce n'était pas ce qu'on attendait d'elle. Et Céleste ne savait exister qu'à travers ce qu'on attendait d'elle. L'avion pour Reykjavik décolla un mardi matin pluvieux de mai. Céleste regardait Paris disparaître sous les nuages, sentant quelque chose se serrer dans sa poitrine. Elle était assise à côté d'un homme d'affaires qui travaillait sur son ordinateur, ne lui prêtant aucune attention. Pour la première fois depuis longtemps, personne ne la regardait, personne n'attendait rien d'elle. Cette absence de regard était à la fois libératrice et terrifiante. Reykjavik l'accueillit sous un ciel bas et gris, avec un vent qui soufflait depuis l'Atlantique chargé d'embrun et de froid. La ville était petite, colorée, étrange avec ses maisons aux toits multicolores et ses rues presque vides. L'entreprise lui avait loué un appartement dans le centre, un studio moderne avec de grandes baies vitrées donnant sur le port. Les premiers jours furent consacrés à l'installation du bureau, aux réunions avec les partenaires locaux. Céleste jouait son rôle de directrice marketing avec la compétence habituelle. Mais quelque chose était différent. Les Islandais avaient une façon d'être qui la déstabilisait. Ils étaient directs, peu impressionnés par les titres ou les apparences. Ces stratégies sociales parisiennes ne fonctionnaient pas ici. Ces sourires calibrés sonnaient faux. Ces tentatives de créer de la connexion tombaient à plat. Le soir, elle rentrait dans son appartement vide et se retrouvait face à elle-même. Sans son réseau parisien, sans ses repères habituels, sans le flux constant de regards qui la définissait, elle s'asseyait devant la baie vitrée et regardait le port, les bateaux qui se balançaient doucement, les mouettes qui tournaient dans le ciel. Et elle ne savait pas quoi faire de ce silence, de cette solitude, de cette absence de performance. Elle essaya de maintenir ses rituels parisiens. Elle postait des photos sur les réseaux sociaux, des couchers de soleil islandais, des plats dans des restaurants branchés. Mais les likes venaient avec décalage horaire, moins nombreux, et ils ne remplissaient plus le vide comme avant. La distance géographique créait aussi une distance émotionnelle avec son audience habituelle. Un samedi,
n'ayant rien de prévu et personne à impressionner, Céleste décida d'explorer la ville. Elle enfila un jean et un pull simple, sans réfléchir à l'effet produit, sans se demander ce que les autres penseraient, parce qu'il n'y avait pas d'autre. Personne ne la connaissait ici. Cette pensée était étrangement libératrice et angoissante à la fois. Elle marcha le long du port, respirant l'air salé et froid qui lui piquait les joues. Les quelques personnes qu'elle croisait ne lui prêtaient aucune attention, absorbées dans leur propre vie. Cette invisibilité lui donnait une sensation bizarre, comme si elle n'existait qu'à moitié. Mais en même temps, il y avait quelque chose de reposant à ne pas avoir à jouer un rôle. Elle entra dans un café appelé Reykjavik Roasters, un endroit petit et chaleureux avec des murs en bois brut. Le barista, un homme dans la trentaine avec des tatouages sur les avant-bras, lui sourit simplement. Pas le sourire commercial qu'elle connaissait à Paris, juste un sourire humain et direct. Il lui recommanda un café islandais qu'elle ne connaissait pas. Elle accepta sans réfléchir à ce que ce choix disait d'elle. Elle s'assit près de la fenêtre avec sa tasse fumante. Le café avait un goût différent de ce qu'elle buvait d'habitude, plus fort, plus terreux. Elle le but lentement, regardant les gens passer dans la rue. Pour la première fois depuis longtemps, elle ne pensait pas à comment elle devait avoir l'air, à l'impression qu'elle donnait. Il n'y avait personne pour la voir, personne pour la juger, personne devant qui performer. Cette réalisation la frappa avec une force inattendue. Assise dans ce café inconnu d'une ville étrangère, elle pouvait être n'importe qui. Ou plutôt, elle pouvait être elle-même, si tant est qu'elle savait qui c'était. Les semaines passèrent dans un rythme étrange et nouveau. Le travail occupait ses journées, mais les soirées et les week-ends étaient des territoires vierges. Sans agenda social à maintenir, sans image à projeter, Céleste se retrouvait avec un temps libre qu'elle ne savait pas comment remplir. Elle commença à marcher, pas pour faire de l'exercice ou pour poster des photos, juste pour marcher. Elle explorait les quartiers de Reykjavik, montait vers Hallgrímskirkja, l'église emblématique qui dominait la ville. Elle découvrait des ruelles tranquilles, des jardins cachés, des points de vue sur l'océan. Un soir, en rentrant d'une de ses promenades, elle réalisa qu'elle avait passé 3 heures dehors sans prendre une seule photo. Cette pensée la stoppa net sur le trottoir. 3 heures sans documenter, sans prouver, sans chercher à montrer. Elle avait simplement existé dans ces moments, pour elle seule. Au bureau, elle rencontra Sigrid, une designer graphique islandaise de 40 ans. Sigrid avait une façon d'être qui fascinait Céleste, une sorte d'authenticité brute qui ne semblait jamais calculée. Elle disait ce qu'elle pensait sans filtre, riait fort quand quelque chose l'amusait, s'énervait franchement quand quelque chose la contrariait. Elle ne semblait jamais se demander ce que les autres pensaient d'elle. Un jour, Sigrid invita Céleste à dîner chez elle. Sa maison était un charmant désordre vivant,
des livres partout, des œuvres d'art accrochées sans symétrie, des plantes qui débordaient de leur peau. Rien ne ressemblait aux intérieurs parfaitement stylés que Céleste connaissait. C'était organique, personnel, réel. Sigrid cuisina un agneau islandais avec des pommes de terre, servit du vin rouge dans des verres dépareillés. Pendant le repas, elle parla de sa vie avec une honnêteté qui désarçonna Céleste. Elle mentionna son divorce récent, sa thérapie, ses doutes sur sa carrière, ses peurs face au vieillissement. Des choses que Céleste n'aurait jamais osé partager, des vulnérabilités qu'on ne montrait pas. Céleste écoutait, cherchant la bonne réponse, la réaction appropriée. Mais Sigrid ne semblait attendre aucune réponse particulière. Elle parlait simplement, se racontait sans chercher à contrôler l'impression qu'elle donnait. Cette liberté semblait à Céleste à la fois magnifique et terrifiante. À un moment, Sigrid lui demanda comment elle allait vraiment. Pas la question de politesse habituelle, mais une vraie question, accompagnée d'un regard direct qui ne laissait pas de place au faux semblant. Céleste sentit quelque chose se bloquer dans sa gorge. Elle voulut dire la réponse convenue, que tout allait bien, que l'expérience islandaise était enrichissante. Mais à la place, quelque chose d'autre sortit. Une vérité qu'elle n'avait jamais formulée à voix haute. Elle dit qu'elle ne savait pas qui elle était, que toute sa vie elle avait existé à travers le regard des autres, que maintenant qu'elle était loin de tout, sans miroir externe pour se définir, elle se sentait perdue et vide. Les mots sortirent dans un murmure tremblant, et Céleste sentit les larmes monter. Elle qui ne pleurait jamais en public, qui contrôlait toujours ses émotions. Mais ici, dans cette cuisine désordonnée avec cette femme qu'elle connaissait à peine, quelque chose se brisa. Et elle pleura, vraiment pleura, sans retenue ni performance. Sigrid ne dit rien pendant un long moment. Elle tendit simplement un mouchoir à Céleste et attendit. Puis, elle dit quelque chose qui résonna profondément. Elle dit qu'en Islande, il y avait un concept appelé Setaredast, qui signifiait approximativement que tout s'arrangerait, que la vie trouvait son chemin si on arrêtait d'essayer de tout contrôler. Elle dit aussi que Céleste avait une opportunité rare, celle de se redécouvrir loin de tous ses repères, de tous les regards qu'il avait définis jusqu'ici, que c'était terrifiant, mais aussi magnifique, comme une renaissance, une chance de devenir qui elle voulait vraiment être. Ce soir-là, en rentrant chez elle, Céleste marcha lentement dans les rues de Reykjavik. La nuit n'était jamais complètement noire en cette saison. Le ciel gardait une lueur bleutée. Elle pensa à ce que Sigrid avait dit, à cette idée de renaissance. Et pour la première fois, elle envisagea que peut-être perdre ses repères n'était pas une catastrophe, mais une opportunité. Les jours suivants, elle commença à faire des choses différemment. De petites choses, presque imperceptibles. Elle s'habillait le matin
sans se demander ce que les autres penseraient. Elle choisissait un pull parce qu'il était confortable plutôt que parce qu'il était tendance. Elle commandait au restaurant ce dont elle avait envie plutôt que ce qui semblait sophistiqué. Ces petits actes de rébellion silencieuse contre ses propres habitudes lui procuraient une sensation étrange, un mélange de culpabilité et de soulagement, comme si elle trahissait quelque chose en même temps qu'elle se libérait de quelque chose. Elle commença aussi à passer du temps seule, sans chercher à le remplir. Elle s'asseyait devant sa baie vitrée et regardait simplement le port, sans téléphone, sans distraction. Au début, cela la rendait nerveuse, cette vacuité sans performance. Mais progressivement, elle découvrit qu'il y avait quelque chose dans ce silence. Des pensées qui émergeaient quand elle ne les censurait pas immédiatement, des émotions qui montaient quand elle ne les évaluait pas à l'aune du regard des autres. Un samedi, Sigrid l'emmena dans les environs de Reykjavik, vers les sources chaudes naturelles. Pas les piscines touristiques connues, mais un petit bassin sauvage, utilisé seulement par les locaux. Elles marchèrent 1 heure à travers un paysage lunaire de lave noire et de mousse vert émeraude. Le bassin fumait dans l'air froid, entouré de roches volcaniques. Elles se changèrent derrière un rocher et entrèrent dans l'eau chaude. Céleste sentit la chaleur l'envelopper complètement, détendre ses muscles tendus par des années de performance constante. Elles restèrent là longtemps, dans un silence confortable. Sigrid avait les yeux fermés, un sourire paisible sur le visage. Céleste la regardait et réalisait qu'elle ne se souciait absolument pas de son apparence dans ce moment. Ses cheveux mouillés, son visage sans maquillage, son corps détendu dans l'eau. Elle existait simplement, pleinement, sans se demander comment elle devait être. Céleste ferma aussi les yeux et essaya de faire pareil. D'arrêter de se surveiller, de se juger, de s'imaginer vue de l'extérieur. C'était plus difficile qu'elle ne l'aurait cru. Des décennies d'habitude ne s'effaçaient pas en quelques semaines. Mais pendant quelques minutes, elle y parvint. Elle sentit juste la chaleur de l'eau, le froid de l'air sur son visage, le silence du paysage autour d'elle. Et pendant ces quelques minutes, elle ne se demanda pas une seule fois ce que quelqu'un penserait d'elle. Les semaines se transformèrent en mois. L'été islandais arriva avec ses nuits blanches, ce phénomène étrange où le soleil ne se couchait presque jamais complètement. Céleste découvrait qu'elle aimait marcher tard le soir, à 23 quand le ciel était encore lumineux. Ces promenades devinrent son moment à elle, un rituel qu'elle ne partageait avec personne, qu'elle ne photographiait jamais. Au travail, quelque chose changeait aussi. Elle commençait à donner son avis plus franchement, à ne pas attendre de sentir le consensus avant de parler. Parfois, ses idées étaient rejetées et elle découvrait que ce n'était pas la fin du monde. Elle existait toujours, même quand on n'était pas d'accord avec elle. Un jour, lors d'une réunion importante,
elle s'opposa à une décision qu'elle trouvait mauvaise. Avant, elle aurait gardé le silence ou formulé sa désapprobation de façon tellement diplomatique qu'elle aurait été invisible. Mais cette fois, elle dit clairement qu'elle pensait que c'était une erreur et expliqua pourquoi. Il y eut un moment de tension, puis une discussion productive. Finalement, on suivit une partie de ses recommandations. Après la réunion, Sigrid vint la voir avec un sourire. Elle dit que Céleste avait bien fait, que son intervention avait été nécessaire. Céleste sentit quelque chose de nouveau en elle, une fierté qui ne dépendait pas du regard des autres. Elle était fière d'elle-même, pour elle-même. Elle commença à tenir un journal. Pas pour le montrer, pas pour le publier un jour, juste pour elle. Elle écrivait ses pensées sans filtre, ses peurs, ses doutes, ses petites victoires. Cette pratique de l'écriture privée lui révélait qu'elle avait des pensées, beaucoup de pensées, qui n'avaient jamais pu émerger avant. Parce qu'avant, chaque pensée était immédiatement évaluée à l'aune du « qu'est-ce qu'on va penser ?» Un soir, en relisant ses premières entrées, elle fut frappée par quelque chose. Dans les pages écrites à Paris avant son départ, chaque phrase semblait s'adresser à un public imaginaire. Même dans son journal intime, elle performait, elle se mettait en scène. Mais dans les pages récentes, écrites en Islande, quelque chose avait changé. Les mots étaient plus bruts, plus vrais, plus directement connectés à ce qu'elle ressentait vraiment. Chloé lui téléphona un dimanche. Elle ne s'était pas parlé depuis des semaines. Chloé se plaignit gentiment de cette distance, dit que Céleste ne donnait plus beaucoup de nouvelles. Céleste réalisa qu'elle ne postait presque plus sur les réseaux sociaux, que sa vie islandaise était devenue privée, personnelle, non partagée, et que cela ne lui manquait pas du tout. Elle essaya d'expliquer à Chloé ce qu'elle vivait, cette transformation lente et profonde. Mais au téléphone, avec la distance et le décalage, c'était difficile à articuler. Chloé semblait ne pas vraiment comprendre. Elle disait que c'était bien, mais Céleste sentait qu'elle ne saisissait pas vraiment. Et c'était normal. Cette expérience était tellement intérieure qu'elle était presque impossible à partager. L'automne arriva avec ses tempêtes atlantiques et ses nuits qui rallongeaient. Céleste découvrit qu'elle aimait ces changements de saison dramatiques, la façon dont le vent hurlait contre les fenêtres, la pluie qui martelait les vitres. Il y avait quelque chose de puissant et d'honnête dans ces forces naturelles qui ne se souciaient pas du tout de l'impression qu'elles donnaient. Sigrid l'invita à rejoindre un groupe de femmes qui se retrouvaient une fois par mois pour un dîner. Céleste accepta avec une légère appréhension, se demandant si elle devrait à nouveau performer. Mais le dîner fut une révélation. Les femmes se réunissaient dans la maison de l'une d'elles, à tour de rôle. Ce soir-là, c'était chez Gudrun, une professeure de yoga de 55 ans. Il y avait 7 femmes au total, d'âge et de milieux différents. Et la conversation était d'une honnêteté brutale
qui auraient été impensables dans les cercles parisiens de Céleste. Elle parlait de leurs échecs, de leurs peurs, de leur corps vieillissant, de leurs relations compliquées, sans chercher à se montrer sous leurs meilleurs jours, sans essayer d'impressionner, juste des femmes qui partageaient la vérité de leur vie avec une vulnérabilité assumée. Céleste écouta d'abord en silence, fascinée par cette authenticité. Puis à un moment, encouragée par l'atmosphère, elle se lança. Elle raconta son histoire, cette vie passée à exister uniquement à travers le regard des autres. Elle dit qu'elle ne savait toujours pas vraiment qui elle était, mais qu'elle commençait à découvrir. Les femmes l'écoutèrent avec une attention bienveillante et sans jugement. Quand elle eut fini, plusieurs d'entre elles hochèrent la tête. Gudrun dit qu'elle aussi avait vécu cela pendant des années, qu'il lui avait fallu une dépression à 40 ans pour se rendre compte qu'elle ne savait pas qui elle était vraiment. Une autre femme, Christine, dit que c'était un voyage qui ne finissait jamais vraiment, qu'on continuait toute sa vie à se découvrir et se redécouvrir. Ce soir-là marqua quelque chose pour Céleste. Elle réalisa qu'elle n'était pas seule dans cette quête, que beaucoup de femmes avaient fait ou faisaient le même chemin, et que ce chemin était normal, nécessaire, beau même. Les mois continuèrent de s'écouler. Céleste reçut un email de Paris. Son patron lui proposait de prolonger sa mission en Islande de 6 mois supplémentaires. Avant, elle aurait immédiatement cherché à deviner ce qui l'attendait comme réponse. Mais cette fois, elle se demanda d'abord ce qu'elle voulait vraiment, elle. Elle passa plusieurs jours à y réfléchir. Elle marcha le long de la côte, s'assit dans des cafés, écrivit dans son journal, et elle découvrit quelque chose d'étonnant. Elle avait des désirs, de vrais désirs, qui n'étaient pas dictés par ce qu'on attendait d'elle. Elle voulait rester en Islande, pas par obligation professionnelle, mais parce qu'elle y trouvait quelque chose qu'elle n'avait jamais trouvé ailleurs. Un espace pour être elle-même. Elle accepta la prolongation. Mais elle le fit pour ses propres raisons, pas pour impressionner ou pour correspondre à une image. Cette décision prise pour elle-même lui donna une sensation de solidité intérieure qu'elle n'avait jamais connue. L'hiver islandais arriva avec ses journées courtes et ses nuits interminables. Céleste découvrit qu'elle aimait cette saison aussi, malgré l'obscurité, ou peut-être à cause de l'obscurité. Il y avait quelque chose dans ces longues nuits qui invitait à l'introspection, à se tourner vers l'intérieur. Elle commença à peindre. Elle n'avait jamais peint de sa vie, n'avait aucun talent particulier. Mais Gudrun donnait des cours d'aquarelle et Céleste s'inscrivit sur un coup de tête. Au début, ses peintures étaient maladroites, sans style. Mais elle découvrit qu'elle aimait le processus, la sensation du pinceau sur le papier, les couleurs qui se mélangeaient de façon imprévisible. Et surtout, elle aimait que personne ne verrait jamais ses peintures sauf elle. C'était une activité entièrement privée,
faites pour son propre plaisir. Elle ne les postait pas en ligne, ne les montrait pas à ses amis. Elle restait dans son appartement, témoignage silencieux de moments qu'elle avait vécus pour elle seule. Un soir de janvier, alors qu'elle peignait une vue du port sous la neige, elle eut une révélation. Elle se rendit compte qu'elle ne s'était pas demandé depuis des heures ce que quelqu'un penserait d'elle, qu'elle était simplement là, pinceau en main, concentrée sur son geste, existant pleinement dans ce moment, sans avoir besoin d'un regard extérieur pour valider son existence. Cette réalisation la fit sourire. Un sourire authentique, non performé, qui venait de quelque part au fond d'elle. Elle pensa à la femme qu'elle avait été à Paris, cette coquille vide qui prenait forme uniquement dans le reflet des autres. Et elle réalisa à quel point elle avait changé. Elle n'était pas devenue quelqu'un d'autre. Elle était devenue elle-même, simplement. Cette personne qui avait toujours été là, enfouie sous des couches de performance et d'attente. Elle émergeait progressivement, timidement au début, puis avec plus d'assurance. En février, l'Islande lui offrit son cadeau le plus magique. Les aurores boréales qu'elle n'avait encore jamais vues malgré plusieurs mois sur l'île. Sigrid l'appela un soir tard, lui dit de sortir immédiatement, que le ciel était en train de s'illuminer. Céleste sortit dans le froid mordant de la nuit. Et là, au-dessus d'elle, le ciel dansait. Des rideaux verts et roses ondulaient dans l'obscurité, changeant de forme et d'intensité. C'était d'une beauté si pure, si indifférente aux humains qui la regardaient. Céleste resta là, le cou renversé vers le ciel, sans penser à prendre une photo, sans penser à documenter, à partager, à prouver qu'elle avait vécu ce moment. Elle le vivait simplement, pleinement, pour elle seule. Et ce moment non partagé, non performé, fut un des plus beaux de sa vie. Le temps de sa mission approchait de sa fin. Paris lui proposa de rentrer ou de rester encore. Le choix était le sien. Céleste prit le temps de réfléchir, vraiment réfléchir, à ce qu'elle voulait. Elle réalisa qu'elle avait peur de rentrer à Paris. Peur de retomber dans ses vieux schémas, de redevenir cette femme qui existait uniquement à travers le regard des autres, mais elle réalisa aussi que ce qu'elle avait découvert en Islande, elle l'emporterait avec elle partout. Cette capacité à exister pour elle-même, à ne pas se demander constamment ce que les autres pensaient. Elle décida de rentrer, pas parce qu'on l'attendait, pas parce qu'elle devait, mais parce qu'elle voulait tester si elle pouvait maintenir cette nouvelle version d'elle-même dans son environnement d'origine. Et parce qu'elle se sentait, enfin, assez solide pour le faire. Ces dernières semaines en Islande furent douces amères. Elle organisa un dîner d'adieu avec le groupe de femmes, chez elle cette fois. Elle cuisina un plat français simple, sans chercher à impressionner, juste pour le plaisir de partager. Les femmes lui offrirent une aquarelle que Gudrun avait peinte pour elle, une vue du port que Céleste aimait tant. Sigrid l'emmena
une dernière fois aux sources chaudes. Elles s'assirent dans l'eau fumante, regardant le ciel hivernal. Sigrid dit qu'elle était fière de Céleste, du chemin qu'elle avait parcouru. Céleste sentit les larmes monter, mais cette fois c'étaient des larmes de gratitude, pas de perte. Elle dit à Sigrid qu'elle lui avait montré quelque chose d'essentiel, cette possibilité d'exister authentiquement, sans constamment se demander ce que les autres pensaient. Sigrid sourit et dit que chacun devait découvrir cela à son propre rythme, à sa propre façon. Que l'Islande avait simplement été le lieu où Céleste avait pu faire ce voyage. L'avion pour Paris décolla par un matin clair de mars. Céleste regardait Reykjavik s'éloigner sous l'aile de l'avion, les maisons colorées devenant de plus en plus petites. Elle sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine, mais pas de panique cette fois. Juste de la tendresse pour cette ville qui lui avait offert l'espace de se retrouver. Paris l'accueillit sous un ciel gris et doux. Chloé vint la chercher à l'aéroport, elle l'embrassa avec effusion. Dans la voiture, elle parlait rapidement, racontant tous les potins que Céleste avait manqués. Céleste écoutait avec un léger sentiment de distance, comme si elle observait de l'extérieur. Son appartement était exactement comme elle l'avait laissé. Le garde-meuble avait tout remis en place. Mais en entrant, Céleste le vit avec des yeux différents. Cette perfection étudiée, ces objets choisis pour l'effet qu'ils produisaient, cet espace qui ressemblait plus à une mise en scène qu'à une maison. Elle décida qu'elle allait changer des choses. Les premiers jours furent étranges. Ses amis organisèrent des dîners pour célébrer son retour. Céleste y allait, souriait, racontait ses aventures islandaises. Mais quelque chose avait changé en elle. Quand la conversation devenait superficielle ou performative, elle se sentait déconnectée. Elle n'avait plus envie de jouer ce jeu. Un soir, lors d'un dîner particulièrement creux, elle dit simplement ce qu'elle pensait, que la conversation la laissait indifférente, qu'elle aimerait qu'on parle de choses plus vraies. Il y eut un moment de silence gêné. Puis une des femmes présentes, Anne, dit qu'elle ressentait la même chose. Et la conversation changea de ton, devint plus profonde, plus honnête. Céleste commença à trier ses amitiés. Pas de façon brutale, simplement en accordant plus de temps à ceux avec qui elle pouvait être authentique, et moins de temps à ceux qui ne l'intéressaient que pour maintenir une apparence. Certaines relations s'estompèrent naturellement, d'autres se renforcèrent. Au travail, elle remarqua que son approche avait changé. Elle donnait son avis plus franchement, acceptait le désaccord sans se sentir menacée. Elle proposait des idées qu'elle trouvait bonnes, même si elles n'étaient pas consensuelles. Et, étrangement, ou peut-être logiquement, on la respectait davantage. Elle réaménagea son appartement. Elle enleva les objets qui étaient là juste pour les faits et garda ceux qui avaient un sens pour elle. Elle accrocha l'aquarelle de Gudrun dans son salon, bien en vue. Elle remplaça les livres non lus par des livres qu'elle aimait vraiment.
Son appartement devint moins parfait esthétiquement, mais infiniment plus vivant. Elle continua de peindre, installant un petit chevalet près de sa fenêtre. Ses aquarelles parisiennes rejoignirent ses aquarelles irlandaises, formant une archive visuelle de moments vécus pour elle seule. Parfois des amis les voyaient et les complimentaient. Céleste acceptait les compliments avec plaisir, mais ne ressentait plus ce besoin désespéré d'approbation. Elle réduisit drastiquement son usage des réseaux sociaux. Elle ne postait plus que rarement, et quand elle le faisait, c'était sans réfléchir pendant des heures à l'image projetée. Elle partageait simplement des moments qui avaient du sens pour elle. Les likes diminuèrent, et elle découvrit que cela ne la dérangeait pas. 6 mois après son retour, Chloé lui dit qu'elle avait changé. Elle dit cela avec un mélange d'admiration et de légère incompréhension, que Céleste semblait plus solide, plus présente, mais aussi parfois plus distante. Céleste sourit et expliqua que oui, elle avait changé, qu'elle existait maintenant pour elle-même, plutôt que pour le regard des autres. Chloé réfléchit un moment, puis dit qu'elle enviait cela, qu'elle aussi se sentait parfois prisonnière de ce que les autres attendaient d'elle. Elles eurent cette conversation-là, vraie et profonde, la première de ce type en 10 ans d'amitié, et leur relation en sortit transformée, plus authentique, plus solide. Céleste ne devint pas quelqu'un qui ne se souciait jamais du regard des autres. Ce serait fou et probablement impossible, mais elle apprit à distinguer les moments où ce regard comptait vraiment de ceux où elle le laissait la définir par défaut. Elle apprit à se demander d'abord ce qu'elle voulait, elle, avant de se demander ce qu'on attendait d'elle. Certains jours étaient plus difficiles. Les vieilles habitudes revenaient parfois, cette tentation de se regarder de l'extérieur, de se juger comme elle imaginait que les autres la jugeaient. Mais maintenant, elle reconnaissait ces moments et pouvait consciemment choisir de ne pas les suivre. Elle retourna en Islande 1 an après son retour à Paris. Pas pour le travail cette fois, juste pour elle. 1 semaine de vacances pour retrouver Sigrid et les femmes du groupe. Pour marcher le long du port, pour s'asseoir dans les sources chaudes, pour se rappeler qui elle était devenue. Le dernier soir, elle était seule dans son ancien appartement que l'entreprise louait toujours. Elle s'assit devant la baie vitrée, regardant le port dans la lumière douce du soir d'été. Et elle pensa au chemin parcouru depuis cette femme terrifiée qui était arrivée ici 2 ans plus tôt. Cette femme qui ne savait pas qui elle était quand personne ne la regardait, qui existait uniquement dans le reflet qu'elle percevait dans les yeux des autres. Cette femme avait disparu, ou plutôt, elle s'était transformée. Elle avait découvert qu'on pouvait exister pleinement même quand personne ne regardait. Qu'en fait, c'était peut-être dans ces moments-là qu'on existait le plus vraiment. Céleste sourit à son reflet dans la vitre. Un sourire qui n'était pour personne d'autre qu'elle. Un sourire qui disait qu'elle se connaissait maintenant,
qu'elle s'aimait, qu'elle existait, pleinement, authentiquement, solidement, avec ou sans regard extérieur. Le vent soufflait depuis l'Atlantique, portant l'odeur de sel et d'algues. Les mouettes criaient dans le ciel, qui ne s'obscurcirait jamais complètement. Et Céleste était là, simplement là, dans ce moment qui n'appartenait qu'à elle, sans avoir besoin de le documenter, de le partager, de prouver qu'il existait. Il existait parce qu'elle le vivait, et cela suffisait. Que votre nuit soit paisible et douce. Que vos rêves soient emplis d'authenticité et de liberté intérieure. Que vous découvriez la beauté d'exister pour vous-même plutôt que pour le regard des autres. Que vous trouviez la force d'être qui vous êtes vraiment, même quand personne ne regarde. Bonne nuit